Je vais d'abord, tout de suite, pour gagner du temps, inviter les participants donc à notre première table ronde avant de vous présenter la thématique. Donc Philippe M, qui est le directeur financier de Fosun International. Olivier Klein, directeur général de Lazare Frères Banque. Oui, c'est bien comme ça, votre entrée en scène progressive, comme ça on voit bien qui est qui. Éric Lacourège, directeur général des moyens de paiement à la Banque de France. Philippe Lolani, le directeur général du groupement des cartes bancaires, Benoît Ranini, le président de TNP, et Hubert de Vauplane, avocat chez Morgan Lewis. Messieurs, on l'a senti avec le récit vibrant que nous a fait Frédéric, nous vivons une révolution numérique des monnaies, révolution qui est technologique, qui est aussi concurrentielle, qui va bouleverser les chaînes de valeur de l'industrie de la finance. C'est aussi une révolution géopolitique, on l'a bien compris, puisque ces nouvelles monnaies sont un défi pour la souveraineté économique et financière de l'Europe. Bref, nous sommes sans doute face au plus grand bouleversement de la nature des monnaies, des infrastructures des monnaies et du pouvoir des monnaies depuis la fin du système de Bretton Woods en 1971. Alors, pour bien camper le tableau, rien ne vaut un professeur. Et donc, Olivier Klein, vous qui avez en plus une longue expérience de la banque, banque de détail, banque d'investissement, qui êtes professeur à HEC aussi, expliquez-nous un petit peu les enjeux aujourd'hui autour de la désintermédiation. C'est quoi les risques macroéconomiques et financiers liés aux stablecoins en général, aux stablecoins en dollars en particulier? Frédéric a parlé beaucoup de géopolitique, mais il y a aussi la macro, il y a aussi la finance. Merci Emmanuel. D'abord, je souscris au récit, certes imagé, mais remarquable, de Frédéric. Et c'est pourquoi je voudrais inscrire cette réflexion effectivement dans la géopolitique. Donc je vais décrire les choses de façon plus économique, mais je reviendrai à la question, parce qu'on ne peut pas y réfléchir sans penser à se mettre à la place soit des États-Unis, soit de l'Europe, soit des pays autres que les États-Unis et l'Europe, c'est-à-dire hors Occident. Mais de façon plus générique, évidemment, les stablecoins, tout le monde se l'est, c'est une monnaie inscrite sur des chaînes de blockchain, mais qui est stable. Stable, c'est-à-dire que normalement, les émetteurs garantissent, je dis normalement parce qu'il y a eu déjà des défauts, mais garantissent une parité fixe avec une devise régulière, habituelle. On le sait aujourd'hui, 99% des stablecoins qui sont en dollars, 0,5 probablement en euros. Voilà. Donc c'est ça la description générale. Hein. Et les stablecoins aujourd'hui représentent 300 milliards. Alors c'est quand même à rapporter à une masse monétaire mondiale de 100 000 milliards. Donc il faut garder les proportions, mais c'est en développement. Alors pourquoi ça provoque une désintermédiation, et ensuite on va le situer géopolitiquement, mais pourquoi ça provoque une désintermédiation? Parce qu'évidemment, quand une entreprise en particulier achète du stablecoin, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner, par exemple, du dollar pour garantir, et il va obtenir un jeton qui est ce stablecoin. Et en échange, l'entreprise qui gère ce stablecoin va acheter en général des bons du Trésor américain à 3 mois. Et évidemment, ça ne reste pas dans la banque, puisque ça va sur cette plateforme qui va le transformer en bon du Trésor, en financement du bon du Trésor. Et donc, la banque se voit réduire la masse sur laquelle elle peut faire de la transformation pour faire des crédits. Et en échange, c'est l'État américain qui est financé. Alors, maintenant, évidemment, il faut se placer suivant les différentes géographies. Aux États-Unis, ça a été très très bien dit par Frédéric, pourquoi ont-ils développé à ce point, et veulent-ils développer à ce point les stablecoins en dollars? Ce n'est pas tant pour reprendre les dollars américains eux-mêmes, mais c'est pour faciliter l'internationalisation du dollar qui est déjà forte, mais la renforcer, et c'est même de la diminuer pour partie. Et pourquoi en ont-ils besoin? Parce qu'ils ont un déficit de la balance courante énorme, chacun sait, et ils ont un déficit public qui rentre un peu dans le déficit de la balance courante qui est gigantesque. Et on voit bien, on en parlait tout à l'heure avec Alain Papias, le financement par l'État américain, le Trésor américain de son déficit public se fait de plus en plus à court terme,
parce qu'ils ont peur d'aller chercher trop d'argent sur le long terme. Mais enfin, ils se créent aussi d'autres limites dans ce sens-là. Mais ils ont besoin de ramasser l'épargne mondiale pour financer leur déficit, ainsi que cela a été très bien dit. Donc le risque, il n'est pas tellement aux États-Unis pour le stablecoin. C'est pour ça qu'ils se lancent à corps perdu là-dedans. Au contraire, ça peut être un atout. C'est une façon de ramasser l'épargne mondiale. Est-ce qu'en Europe, c'est un problème? Je ne crois pas tant que cela, mais au premier degré, mais oui au deuxième degré. Je ne crois pas que les Européens aient besoin d'aller acheter des stablecoins parce qu'ils ont peur de l'euro. L'euro est très bien accepté jusqu'à présent, c'est une monnaie fiable, avec une banque centrale fiable, etc. Donc, je ne vois pas bien que les Européens aillent acheter des stablecoins en masse. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. En dollars, j'entends. En revanche, plus le dollar s'internationalise dans les pays tiers, moins ça sera l'euro. Et si on veut que l'euro soit une monnaie mondiale qui tienne sa place, peut-être faut-il émettre des stablecoins en euros pour aller ailleurs. Et je vais y revenir juste à la fin. Et en dernier lieu, les pays tiers, les pays émergents. Alors, juste une petite remarque par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, qui ne change rien à ce qui a été dit tout à l'heure, mais qui le confirme, qui le conforte encore. Il faut se souvenir qu'en Occident, on est 14% de la population mondiale et qu'en 2030, on sera 10%. Donc, vu du reste du monde, c'est quand même un peu inique de voir le poids qu'on a dans les réglementations intérieures. Et quand on dit l'ordre du monde change, il change, parce que précisément, le reste du monde s'affirme en puissance, et notamment la Chine, ou organisée autour de la Chine pour certains. Donc, la question de la Chine est évidente, c'est de dire comment je peux faire pour lutter contre cela, parce qu'elle n'a aucune envie. Et elle n'a qu'une envie, c'est que ce soit le yuan qui soit utilisé comme monnaie auprès de ces pays satellites ou ces pays qui sont devenus plus ou moins dépendants d'elle grâce ou à cause des nouvelles routes de la soie, et certainement pas laisser le dollar s'implanter sous forme de stablecoins ou quoi que ce soit. Il y aura une difficulté pour la Chine, hein, c'est que pour avoir une monnaie acceptée au niveau international, étant donné que les monnaies au niveau international, je ne vais pas faire de théorie monétaire que je fais ailleurs, mais on peut le comprendre aisément, le dollar n'est pas une véritable monnaie internationale, c'est une monnaie qui remplace le fait qu'on n'a pas d'institution internationale qui émette une monnaie internationale. Le dollar est la dette des États-Unis, donc à ce titre, il y a une relation asymétrique entre les États-Unis et le reste du monde quand on utilise le dollar. Donc la Chine voudrait bien faire la même chose, mais le dollar, encore maintenant, est la monnaie d'un pays avec des règles, avec une démocratie, avec des contre-pouvoirs, avec une banque centrale encore indépendante, etc. Donc ça donne une confiance dans le dollar. Aujourd'hui, le yuan s'est très très peu internationalisé. Si on constate les statistiques, 72% à 57% pour les réserves obligatoires parce que c'est un phénomène politique, et de lutte contre les États-Unis parce que, évidemment, les États-Unis aussi ont tiré une balle dans le pied aussi en utilisant le dollar comme armement, comme arme. Mais le yuan n'a pas augmenté au-delà de 2-3% de part de marché en réalité dans le monde parce que c'est dirigé complètement. Alors maintenant, et dernier point, les pays africains, les pays asiatiques non chinois, etc., ils n'ont aucun intérêt à laisser le stablecoin en dollars se développer parce que là, c'est l'épargne de leur pays qui fuit et leurs banques seront asséchées et ils ne pourront pas faire de crédit en interne. Et tout cela ira financer cette épargne-là de ces pays-là, ira non seulement rendre complètement dépendante de leur politique monétaire, mais en plus va driver toute l'épargne de leur pays vers le financement des déficits américains. Merci Olivier pour ce tour d'horizon. Philippe M, vous co-dirigez un des plus grands conglomérats privés de Chine, Fosun. Alors vous êtes présent dans de multiples secteurs, hein, immobilier, finance, tourisme, pharmacie. J'aimerais bien savoir du point de vue de l'entreprise, finalement, qu'est-ce que ça change concrètement, ces stablecoins? Est-ce que c'est en train finalement de révolutionner les paiements internationaux? Est-ce que c'est en train de révolutionner vos rapports aux banques? Comment vous qui êtes partout naviguez avec tout ça? Merci beaucoup Emmanuel. Alors, je vais surtout vous partager avec vous un témoignage de témoins en Asie de ces bouleversements. Et moi, je vais me focaliser pas sur l'aspect monétaire, mais sur l'aspect paiement. Bon, vous connaissez tous la problématique des paiements au niveau international. Quand vous voulez faire des transferts, une entreprise,
un particulier qui veut transférer des fonds à de la famille, le système du correspondent banking est extrêmement fragmenté. Donc, entre l'émetteur et le récepteur, dans le meilleur des cas, vous avez 2 banques correspondantes. En moyenne, c'est 2,5. Quand vous partez d'Asie, vous en avez 4 ou 5. Donc, ça induit des délais de 3 et 5 jours. Ça induit des coûts. Au niveau mondial, les sommes perçues au titre de ces paiements, c'est 120 milliards de dollars. Vous voyez, donc voilà, la situation, elle est quand même pas fantastique. Là où, avec les stablecoins, on a une solution pour faire des virements instantanés, à coût zéro. Alors Frédéric mentionnait, il y a aussi un aspect échappé aux sanctions américaines parce que effectivement, les paiements ne transitent pas par une banque américaine, ce qui fonde, les banquiers dans cette salle le savent, une compétence du district sud de Manhattan, le procureur, qui est un peu, comment dirais-je, un certain n'a pas du gain. Voilà. Donc il y a des raisons rationnelles pour que ces stablecoins se développent. Et mon deuxième point, c'est qu'en Asie, on a un développement formidable dans l'adoption, dans l'utilisation de ces stablecoins. Au niveau mondial, alors je vais préciser, au niveau asiatique, il y a 2 trillions d'échanges de stablecoins par an. Alors ça raboute avec les 300 milliards, puisque là on parle également de trading. Donc vous voyez, on fait tourner les stablecoins. Donc en Asie, vous voyez, on est sur 2 trillions. Et les opérations annuelles, on est sur 2 milliards. Là où l'Asie, vous voyez, est en train de prendre une part croissante, les courbes se sont croisées. En 2025, les États-Unis représentaient 36% des flux, ce n'est plus que 34%, et l'Asie est passée de 38% à 42%. C'est extrêmement rapide. Alors, si on fait un petit paysage, si on dresse une carte géographique, vous avez 3 zones. Vous avez les leaders technologiques, Hong Kong, Singapour. Vous avez, ce qui est très intéressant, les pays post-émergents d'Asie du Sud-Est. Et puis, vous avez la Chine qui est un cas particulier. À Singapour et Hong Kong, les cryptos, les stablecoins sont rentrés dans la vie quotidienne. Bon, pour ceux qui voyagent beaucoup à Singapour, vous avez une application qui est Grab, qui est l'équivalent d'Uber. Vous pouvez payer votre taxi, vous pouvez payer la livraison, le Deliveroo, le Uber Eats, vous pouvez tout payer en crypto. Hein, c'est tout à fait spectaculaire. Hong Kong a lancé un push sur le stablecoin et les cryptos en général. Hong Kong veut être un hub mondial et ils ont décidé... alors, il y a des échanges qui sont tout à fait considérables à Hong Kong et ils ont lancé l'année dernière une autorisation pour émettre du Hong Kong dollar, un stablecoin au Hong Kong dollar. Et la semaine dernière, HSBC et Standard Chartered ont été les premières banques internationales à avoir cette licence. Ils vont extrêmement vite. Je passe maintenant aux pays émergés, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam. Ce sont peut-être les pays qui sont les plus victimes de cette fragmentation des systèmes de paiement et des grains de sel, des coûts, des délais dans le paiement de leurs exportations. Ce qui explique une adoption très rapide. Dans ces pays, il y a 56% des institutions financières, des grands corporates qui utilisent de manière assez courante les stablecoins. Oui, c'est tout à fait considérable. Enfin, c'est ce qui se passe là en ce moment. Et encore une fois, c'est une réponse très pragmatique à un système de paiement aujourd'hui qui est un peu déficient. La Chine, comme ça a été dit, c'est une situation qui est assez complexe, en tout cas un peu plus complexe. Ils ont lancé des travaux sur le e-RMB, en fait, ils étaient quasiment les premiers. Oui, je finis. Ils ont une approche assez prudente parce qu'ils craignent, comme nos superviseurs en Europe, des défaillances dans l'anti-blanchiment. Ils ont aussi un souci qui est de garder le contrôle de la politique monétaire, et notamment les transferts, vous savez, de monnaie entre la Chine et le reste du monde. Et ils souhaitent qu'il y ait une initiative publique assez forte et que ce ne soit pas les Alibaba, les WeChat Pay qui s'accaparent ce marché. Et ils sont très pushy, donc ils sont très allants sur le développement du RMB. Depuis 2023, vous avez en fait le RMB à statut de monnaie officiellement. Il y a une application qui permet de réaliser des échanges. C'est une application publique. Et depuis cette année, il y a une rémunération. Donc on est passé du stablecoin cash au stablecoin dépôt qui est rémunéré à 0,05%.
Voilà. Donc vraiment, l'Asie est en pointe sur ces sujets. L'Asie avance extrêmement vite. Et je crois que pour nous, c'est peut-être une source d'inspiration. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Hubert de Vauplam, revenons sur le rôle finalement stratégique pour les États-Unis de ces stablecoins en dollars. Est-ce que c'est aujourd'hui le principal atout pour l'attractivité du dollar et jusqu'où ça va permettre de repousser les limites finalement de l'endettement public américain? Alors tout ceci est tout récent. Hein. Les principaux émetteurs de stablecoins, que sont Tether et Circle, ont moins de 10 ans d'existence. On se parle ici, il y a 2 ans, je pense qu'on n'aurait pas eu ce petit déjeuner. On était un peu seul avec certains déjà d'alerter sur ce sujet. Ce que je veux dire, c'est il y a 10 ans, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ou directement lié à l'administration Trump, cet essor des stablecoins, qui est d'abord une révolution technologique avant d'être en même temps une révolution géopolitique. C'est-à-dire que cet instrument sous-jacent que sont une technologie blockchain, des protocoles blockchain, sont le vecteur qui permettent un tel développement. Et je vais aller pas à pas pour répondre à votre question, Emmanuel. En fait, quand on donne les chiffres qui ont été évoqués, les 300 milliards versus la masse monétaire mondiale, c'est pas ça qui est important. C'est pas la capitalisation boursière ou c'est pas la valeur en circulation de la monnaie qui est important. C'est la vitesse de circulation de la monnaie qui fait que la stablecoin est ce qui a été décrit tout à l'heure. Je vais illustrer très simplement. Vous prenez un billet de 5 euros dans votre poche. Vous prenez un billet de 200 euros dans votre poche. Combien de fois par jour ce billet de 5 euros ou de 200 euros change de main? Il n'y a pas de chiffre, mais simplement l'intuition. 5 euros, il change de main plus rapidement que 200 euros. Mettons, il change 2-3 fois de main par jour. 200 euros, même pas peut-être dans la journée. Vous prenez la monnaie scripturale, celle qui permet de faire un virement, même un virement interbancaire, je ne parle pas bien sûr d'un instant payment. Vous bloquez la somme pendant la journée, elle est transférée le lendemain. Autrement dit, votre monnaie scripturale, elle ne bouge pas pendant la journée. Vous prenez un stablecoin. Eh bien, le même stablecoin permet dans la journée de faire des milliers de transactions. Autrement dit, la vélocité du stablecoin, c'est le fait que son paiement et règlement est instantané, pas en fin de journée, pas le lendemain, pas 2-3 jours après, et que donc le même stablecoin de les 300 milliards, en fait, font des milliers et des millions de transactions. Et c'est ça la force du stablecoin. C'est sa vélocité, ce que les gens n'ont pas encore compris. Plus que sa masse monétaire en circulation. Et pour revenir à votre point, alors, on a souvent mis en avant en disant maintenant le 7e plus grand acheteur de T-bills, c'est T-bonds, c'est plutôt T-bills, c'est Tether, etc., etc. Très bien, mais quand on regarde le classement mondial des principaux détenteurs des T-bills et T-bonds américains, ça n'a pas changé, si vous voulez. On a toujours le Japon avec un peu plus de 10%, suivi par la Chine, 9%, et puis la Grande-Bretagne, etc. Puis on trouve bien évidemment la Belgique, le Luxembourg, les Caïmans, là où sont les hedge funds. Il ne faut jamais oublier que dans les 7-8 premiers détenteurs de la dette américaine, on a les fonds d'investissement, et en particulier les hedge funds. Et donc effectivement, ça a été dit, tout ceci permet de financer la dette américaine, mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il sera sans doute très différent dans 18 mois et dans 2 ans. La Chine est loin d'avoir gagné. La Chine a plutôt perdu cette bataille de la monnaie numérique. Elle l'a perdue. Elle a développé en avant son yuan. Elle a voulu faire, et elle fait une route de la soie numérique pour promouvoir son yuan. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas très très bien en tous les cas. Pas aussi bien qu'il ne le voulait. Dans ce qui nous a été proposé comme histoire tout à l'heure, on aurait pu aussi dire, mais en fait, pourquoi notre yuan ne fonctionne pas bien? Certes, dans la vie quotidienne, il y a des dizaines de millions de détenteurs de wallets de yuan. Mais ce n'est pas à la hauteur du succès. Et ce n'est pas à la hauteur du succès, notamment pour la raison technologique que j'évoquais. C'est-à-dire la vélocité. C'est-à-dire le fait que les protocoles sous-jacents sur lesquels sont émis ces stablecoins, avec les Layer 1 et Layer 2, et surtout avec les Layer 2, permettent d'accélérer. Et donc, finalement, aujourd'hui, on est en situation de fait, ça a été dit aussi, où 99% des encours des stablecoins sont en dollars, mais ce n'est pas tellement les encours, encore une fois, qui nous intéressent, c'est tout ce qui est digitalisation de l'économie, donc tout ce qui est la numérisation de l'économie, n'utilise pas le yuan.
c'est vers les dollars numériques. Autrement dit, aujourd'hui, à mon sens, et peut-être que ce ne sera pas le cas dans 18 mois, les États-Unis sont en train de gagner la guerre de la monnaie numérique. Alors justement, puisqu'on parle de guerre, de géopolitique, de souveraineté, Philippe Lolani, j'aimerais bien quand même qu'on fasse un petit détour par la France qui, comme souvent, est un cas un peu à part, notamment en matière de souveraineté et notamment des moyens de paiement, parce qu'on a, nous, en France, finalement, on a la chance d'avoir un groupement qui nous rend moins dépendants. J'ai envie de dire, est-ce que la France, elle est finalement sur le sujet des moyens de paiement? Est-ce que le groupement des cartes bancaires, c'est pas un peu au moyen de paiement ce que nos centrales nucléaires sont à notre production d'électricité, ou est-ce que notre Rafale est à notre souveraineté militaire? Le porte-avions. Donc, oui, tout à fait. Non, mais on rigole, mais ça va falloir qu'on fasse des choix. Je l'affiche, CB, première ligne de défense des paiements français, parce qu'on va passer du côté de Madame Michu. Là. On a parlé avec Olivier, Philippe et Hubert de la capacité américaine à vouloir rembourser sa dette par les stablecoins dollars avec les Chinois. Je rappelle que les Chinois, ils ont quand même, comme ça a été dit, déjà utilisé beaucoup de crypto derrière, et puis ils ont WeChat Alipay qui est adossé à UPI, UPI étant l'équivalent de CB en Chine, qui traite toutes les données qui s'est entraînées pendant le Covid au modèle d'IA. Et donc, ils n'ont pas tant de retard que ça. Puis ils avancent tous les deux sur le quantique parce qu'il y a une rupture technologique qui va arriver, qui peut casser beaucoup de choses, y compris le Bitcoin. Le quantique sera déjà cassé, le Bitcoin. Et dans les 10 ans, ça va arriver. Donc, je reviens sur Madame Michu, l'Europe, la France. On a de la chance d'avoir eu un plan à une époque. Je lisais dans les journaux qu'aujourd'hui, il y avait 7500 capacités d'investissement par le plan, etc. Enfin, un plan, ce n'est pas 7500 choix, c'est 5 ou 10 choix vitaux. Dans les choix vitaux, il y a l'agriculture, je m'excuse, mais il va falloir qu'on ait notre indépendance de nourrir. Il y a la défense, et au niveau du Rafale, j'ai le même discours de Trappé. Il y a l'énergie, bien sûr, le nucléaire, il y a sans doute la santé et les paiements. On est en train de redécouvrir que s'il y a une rupture de souveraineté sur les paiements, on a un petit problème. Le juge Guillou de la CPI et les autres acteurs s'en rendent compte. À tout moment, quelqu'un ayant critiqué Netanyahou, le Hamas dans la salle, eurodéputé ou futur candidat à la présidentielle, peut être mis sur la liste terroriste. Et donc, quand on parle de souveraineté, avant de parler de souveraineté du paiement, a-t-on déjà la souveraineté de notre démocratie, de notre liberté démocratique à vivre dans nos règles? Parce qu'en Europe, on a une monnaie, l'euro. Donc, les paiements, on peut les faire en euros en France, voilà, par la carte. On retire du cash. Eric le sait bien. Hein. On a une histoire d'infrastructure totalement indépendante. Donc, super. Merci, M. Bérégovoy. Merci le plan de la DATAR, des télécoms des années 80. Merci les inventeurs de la puce. Bull. Voilà, on avait une informatique, on avait un plan. Et donc, on avait la carte SIM. Feu Alcatel a perdu on avait les brevets, on avait tout. On a tout lâché. On a tout lâché à partir de l'an 2000 où on a dit on a fait l'euro. Donc le wholesale super, le corporate super, on fait le CEPA, Euroclear, on a tout, Swift, machin. En retail, on a dit on fait des billets, mais on a oublié de faire la carte. Donc nos amis américains, depuis 20 ans, 25 ans, 26 ans maintenant, ils ont dit Visa, Master, réseau, infrastructure. Tout le monde a oublié en Europe, 60% des paiements européens sont totalement sur des rails au sens SNCF américain. Et puis nous, je reviens à mon sujet, donc oui, nous on a CB, on a notre héritage de désalignement gaulien, appuyé par l'ensemble de l'écosystème, industriel, régulateur, banque et commerçants, qui fait que CB aujourd'hui représente 50% des survivants en matière de souveraineté européenne des paiements et 20%, trouvez-moi aussi des acteurs industriels en France qui pèsent 20% en part de marché de l'Europe des paiements. CB, c'est 20% de l'Europe retail de Mme Michel. Et c'est 95%. Enfin, aujourd'hui, le paiement, il est domestique. Donc, je veux bien qu'on parle, on en parlera des flux cross-border, de tout ça. Mais à 95%, le paiement retail, c'est de la proximité. Et à plus de 3/4 aujourd'hui, c'est CB. 2/3 de la consommation française, etc. Donc, et c'est totalement souverain, je le répète. Je dis à tout le monde, même à l'Élysée ou à Matignon, on est bout en bout. Donc, on a une vraie histoire, une vraie défense. Et là-dedans, derrière, est-ce qu'on ira en stablecoin euro, en euro numérique? Aujourd'hui, on est en euros, ça marche très bien. Et je dis juste une chose, pour que ça marche très bien, il faut qu'il y ait CB sur votre carte pour que vous alliez retirer du cash ou faire des paiements mobiles. Et ça, les gens n'ont pas bien compris. Si vous n'avez pas CB sur votre carte, vos datas, elles partent, elles enrichissent par Visa et Master des
bases de données d'OpenAI, d'Anthropic ou autre, et elles vont revenir sur l'IA agentique, casser le modèle. Parce que ce qui va casser le modèle si on laisse Visa et Master sur ces gens-là tout seuls, eh ben, ils reviendront, ils désintermédieront l'ensemble de la chaîne des paiements retail, et après ça débouclera en stablecoin dollar sans qu'on le voie. Donc c'était ce que je voulais dire. Donc on a un actif historique, vital, souverain, CCB, défendons-le, c'est pour ça qu'on a dit payer CB, c'est payer français. C'est pas juste de la pub, c'est un acte citoyen. Alors on reviendra justement sur les pistes après. Éric Lacourège, vous êtes aussi membre de la task force sur l'euro numérique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet euro ? Est-ce qu'il faut aller vers le développement d'une offre de stablecoins en euros ? Comment on fait ? Et quelle est, dans ce dispositif, la place des banques centrales ? Alors, vaste question, mais comment dire ? Notre sujet, on l'a bien vu, dans la zone euro et en Europe occidentale, c'est quand même d'arriver à garder notre autonomie stratégique. Et que la valeur qui est produite par l'économie européenne, 12 000 milliards d'euros de PIB de la zone euro, ne soit pas captée, et notamment une partie de l'épargne générée, ne soit pas captée à l'extérieur de manière abusive. Alors, on tire tout un tas de sujets, mais sur le sujet des paiements, il faut aussi regarder la global picture, si je puis dire. Chacun doit être à sa place. Et les banques centrales ont un rôle, alors Banque de France, Banque centrale européenne, Eurosystème, qui est de garantir la stabilité monétaire, très important, et la confiance dans la monnaie. Ça, c'est notre job. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on garantit à tous les acteurs économiques la capacité de convertir à tout moment ces actifs en monnaie commerciale, en actifs en monnaie centrale, pour garantir cette sécurité. Et la mission, notamment du secteur financier des banques, c'est d'assurer le bon financement de l'économie. Quand on a dit ça, le problème des paiements derrière, c'est que, on l'a très bien illustré, on a beaucoup de menaces externes, à la fois sur les paiements de gros et sur les paiements de détail. Aujourd'hui, le sujet des stablecoins, c'est plutôt une menace sur les paiements de gros, paiements interbancaires, gestion de trésorerie des entreprises et corporates. Sur la sphère retail, le sujet, c'est l'autonomie stratégique, très bien expliqué par le contre-amiral du porte-avions CB. Le problème, c'est qu'en fait, nous avons d'ores et déjà, d'une certaine manière, en Europe, perdu la bataille des paiements retail, sauf en France. Et dans quelques autres pays, et encore. Bon. Et donc, notre sujet, et c'est un sujet aussi de l'Eurosystème, donc de la Banque centrale européenne et de la Banque de France, c'est comment regagner l'autonomie stratégique qui a été perdue dans les 20 dernières années. Comment ne pas la perdre dans les paiements wholesale et comment la regagner dans les paiements retail. Alors, il y a vraiment deux niveaux de réponse. Et j'insiste sur un point, c'est que c'est complémentaire. Il faut qu'on sorte du débat habituel de dire l'euro numérique n'a pas sa place. Je vais dire deux ou trois points qui sont importants. Regardons l'exemple français, c'est le modèle pour le reste de l'Europe. C'est d'ailleurs, il faut qu'on s'en honore. On a aujourd'hui un système qui est totalement résilient, qui s'appelle CB, par-dessus, bien sûr, la distribution du cash, qui reste un axe stratégique pour la Banque de France. CB va être complémenté par Wero. Vous utilisez, je pense, déjà Wero pour les paiements de personne à personne. Dans quelques mois, on va pouvoir payer sur Internet, à l'instar des paiements cartes. Et à la fin de l'année prochaine, on pourra payer chez les commerçants sur son téléphone portable. Deuxième outil de souveraineté, ça sera encore mieux parce qu'il sera en plus pas que français. Ça sera dans 5 pays, Benelux, Allemagne et France. Et au-delà de ça, troisième étage de la fusée, si je puis dire, ça sera l'euro numérique. Quelle est l'ambition de l'euro numérique ? L'euro numérique, c'est la seule solution à ce stade qui permettra d'offrir pour les 350 millions d'habitants de la zone euro, 21 pays, une seule infrastructure de paiement unifiée qui soit la vraie alternative à ce stade aux menaces américaines qu'on connaît liées au scheme américain de paiement. Et donc, le sujet, c'est d'avoir un commun dénominateur dans les 21 pays de la zone euro pour le retail avec l'euro numérique qui soit gratuit pour l'ensemble de la population. Bien sûr, pas pour les commerçants et pour les distributeurs, mais gratuit pour la population. Donc en fait, vous, sur l'euro numérique, vous répondez plutôt microéconomie, alors que j'ai l'impression que sur les stablecoins dollars, on répond plutôt
macroéconomie. C'est pour ça que je disais que c'est un très vaste sujet. C'est vrai que je ne crois pas au scénario disruptif à court terme. Alors, court terme, c'est 2-5 ans, où Madame Michu, Monsieur Michu iraient acheter leur baguette avec un stablecoin dollar, et même peut-être euro. Même si ça se passe en Asie ou ailleurs. Pourquoi ? Parce que les habitudes de paiement retail sont quand même très lourdes à faire bouger. On voit très bien les cycles d'adoption dans un pays comme la France sur les 50 dernières années. Et nous avons une offre très compétitive avec CB ou Hiro. Et donc, le sujet des stablecoins, pour l'instant, est un sujet plutôt wholesale. Je ne dis pas qu'il n'arrivera pas. On voit très bien les exemples de l'Asie. C'est très, très frappant. Mais c'est comme ça. C'est plutôt wholesale. Benoît Ranini, si on élargit un peu la focale, on voit bien qu'effectivement, il y a une dépendance vis-à-vis des plateformes américaines de l'Europe. Alors, plateforme de paiement, mais au-delà de ça, et peut-être même surtout technologie américaine. Aujourd'hui, vous dont c'est le métier d'inventer des solutions à tous les problèmes, qu'est-ce que vous proposez comme priorité ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le plan de bataille qu'on met en œuvre pour restaurer ou redresser ou remonter notre souveraineté monétaire et financière, notamment sur tous ces moyens de paiement? En fait, le sujet, il est passionnel et complexe parce qu'aujourd'hui, on agrège deux problèmes, ou en tout cas deux transformations. La première transformation, c'est la transformation d'une industrie centenaire qui est l'industrie de la finance, l'industrie financière mondiale. Cette industrie, elle est face à des disruptions technologiques qu'elle n'a jamais rencontrées avec l'arrivée du cloud, de l'IA, de la blockchain. Il n'y a pas de banque digitale sans cloud, sans IA. Il n'y a pas de stablecoin sans blockchain. Donc, c'est normal, comme toutes les industries, l'industrie de la finance, retail, wholesale, est en disruption avec une arrivée massive de technologies mondiales qui, en plus, s'accélèrent. Et de manière concomitante à ça, il y a la transformation du monde, où on passe d'un monde où on était dans un monde mondialisé, où on était d'accord pour vivre ensemble, sereinement, à un monde maintenant où il faut être fort, dur et méchant. Bon. Eh ben, c'est pas l'ADN européen, ça. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'est pas seul. Si les Européens vivaient seuls sur la Terre, ça serait peut-être plus simple. Ouais. Là, on a vu qu'on avait d'un côté la Chine, de l'autre côté les Américains qui sont pas du tout dans notre mindset. Donc, et c'est pour ça qu'on parle de souveraineté. Enfin, ça fait, moi, je pense que ça fait 6-7 ans qu'on parle de souveraineté. Aussi, maintenant, c'est devenu presque notre pain quotidien. Tous les jours, on parle de souveraineté. On parlait de souveraineté tout à l'heure de la défense, parce que ça, c'est vital. Énergétique, parce que c'est aussi vital. Mais la souveraineté financière, pour financer l'économie européenne et financer le citoyen européen, c'est vital aussi. Donc, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a, je pense, séparé ces deux problématiques qui sont un tout petit peu différentes pour moi. Maintenant, si je reviens sur la disruption de l'industrie financière, c'est un sujet d'infrastructure et de technologie. Aujourd'hui, l'Europe doit comprendre que si elle veut être souveraine dans son industrie financière, il faut qu'elle ait des investissements et des technologies souveraines. Dire que j'ai une banque européenne, digitale européenne, qui tourne sur un cloud souverain, avec sur un cloud américain, avec une IA américaine, ce n'est pas une banque digitale américaine. Ce n'est pas une banque digitale souveraine européenne. C'est la même chose sur le stablecoin. Donc à un moment donné, il faut qu'on ait des infrastructures européennes souveraines. Il y en a. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les initiatives. Aujourd'hui, en Europe, on est les rois du monde pour opposer les choses. Il faut qu'on arrive à faire deux choses. Faire travailler le public avec le privé, c'est-à-dire quand la BCE lance une initiative EPI ou IRO, ce n'est pas à opposer à ce qui se fait au niveau des banques privées. C'est des choses qui doivent être complémentaires. Au même titre que quand une initiative est française, elle ne s'oppose pas à ce que font les Espagnols ou ce que doivent faire les Hollandais. Nous, aujourd'hui, on a un sujet, c'est qu'on est face à des investissements massifs d'infrastructures. Ces investissements massifs d'infrastructures, ils doivent être coordonnés, interopérés au niveau européen et souverain. Et pour ça, il faut aligner les
le privé avec la BCE. L'euro numérique, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il doit s'articuler avec les initiatives des banques européennes. Et il ne faut pas opposer les choses. Il faut, investir dans l'infrastructure, l'interopérer. Wero, c'est une très bonne chose. Wero, si on interopère les systèmes de paiement instant payment en Europe, on peut avoir un instant payment européen assez rapidement. Parce que les infrastructures, les systèmes, ils existent. Après, pour terminer, je pense que ce qui est important, c'est faire en sorte qu'on n'oublie pas que tout ça vient du fait que la révolution, la transformation de la filière de l'industrie financière, elle est liée au fait que ça vient du besoin client. On veut que ça aille plus vite, on veut que ça coûte moins cher. Ça, c'était la genèse. La genèse de tout ça, c'est, comme toutes les transformations, on veut plus de services, que ça aille plus vite, que ça coûte moins cher. Donc la technologie permet ça. Le deuxième pan, qui est la transformation du monde avec un monde un peu dur, ramène une nouvelle caractéristique. Il faut que ça soit souverain. Il faut qu'on maîtrise ça. Il faut que ça soit à la borne de l'Europe. Que les data centers, les technologies, les blockchains, elles soient à notre main. Parce que si jamais un jour il y a un méchant qui décide de couper le courant, eh bien on ne tombe pas. Alors justement, deuxième tour de questions. Je vous demanderai d'être un petit peu plus bref tous pour votre deuxième réponse, maintenant qu'on a bien planté le décor. Philippe Lolani, allons directement sur les solutions. On a un euro numérique, on a un groupement des cartes bancaires, on a EPI Repas, on a Wero. Comment on structure une solution de paiement européenne, la part du public, la part du privé? Il y a un sujet qu'on n'a pas trop évoqué jusqu'à maintenant, qui est aussi la redistribution des chaînes de valeur dans l'industrie financière. C'est-à-dire comment on embarque les banques commerciales, par exemple, dans tout ça? Bon, ben, je vais prolonger le tour de Benoît. Quelque part, donc, des exemples. On a parlé de Wero, de pays, voilà, le sous-jacent est plutôt instant de paiement, mais quand Wero va se développer en France, Wero Pay arrive en fin d'année, il arrivera par CB et il sera sur les rails cartes. Donc l'hybridation, elle existe. Pourquoi il sera sur les rails cartes? C'est qu'avant, ça s'appelait Paylib. Je rappelle, l'apport de Wero, le principal apport, c'est Paylib en France et iDeal en Hollande. Donc ça montre déjà que l'hybridation est possible. Derrière, si un jour un euro numérique arrive, je sais faire passer des devises sur l'infrastructure, on peut me dire, mais Philippe, ça va faire des volumes en plus. On est tous amnésiques dans la salle, mais il y a quelques années, c'était le Covid. Et en 3 ans, je vous ai fait avec l'interbancarité le sans contact. Là, tout le monde me disait Apple, machin. Non. Heureusement qu'on avait la carte physique, support, parce que vous ne vouliez plus toucher les billets, excuse-moi. Et de l'autre côté, on n'avait pas encore. Et 50 € en 6 semaines, je vous ai débrayé le. Et tout le monde s'est mis à faire tac, 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 sans contact. 8 milliards de transactions supplémentaires en France. Donc, dans le village gaulois, historiquement, je le répète, ce n'est pas de la prétention, on a la capacité à scaler nos infrastructures en les opérant 10 fois moins cher. 10 fois moins cher en moyenne une transaction CB que Visa ou Master. 2 fois moins fraudé, parce que 40 ans d'histoire et surtout une interbancarité. Notre système, il est unique. On va parler de gouvernance. Notre système, il est unique parce que c'est une interbancarité qui rassemble tout le monde et qui, par le biais du plan, j'ai parlé du plan et je suis un fanatique du plan pour relancer à horizon 2035 un plan. Et pas sur les filières vitales, il nous faut un plan. Et le plan dans les paiements, on a Dupo, on a Eric qui supervise via le Comité national des moyens de paiement, qui rassemble nos industriels, nos commerçants, nos régulateurs et bien sûr les banques, et qui a un plan. Et le plan, c'est défendons CB, investissons sur l'infrastructure, qu'elle soit hybride, qu'elle soit complémentaire de Wero, complémentaire de l'euro numérique. Et au centre du paiement, en France, alors on va parler de l'Europe 2 secondes, mais en France, c'est 48% de la carte qui fait 43% du cash. Sans carte physique, le juge Guillou, il a un problème parce qu'on lui répond Wero, iDeal en Hollande, mais il n'a pas de cash. Donc si vous n'avez pas de carte physique, support physique, et s'il n'y a pas de CB sur la carte, vous n'êtes pas souverain. Donc il y a 30 millions de cartes qui sont plus souveraines en France. Le co-badging, c'est un des axes du CNMP en disant il faut que toutes les cartes aient CB, elles permettent de faire du cash et d'aller faire du wallet, y compris Wero Pay, mais aussi du paiement mobile et du sans contact. Et après, il y a 60%, il y a 13 pays d'Europe, 20 si on compte l'Europe et l'euro et Europe, qui n'ont plus absolument rien. Donc là, ils vont devoir choisir. Là, on va avoir des choix. Est-ce que les pays baltes, ils veulent rester full Visa Master ou est-ce qu'ils veulent
changer un peu de modèle. Les uns commencent à dire « Ah bah oui, moi j'avais décidé d'être cashless ». Les Suédois avaient dit « Je serai cashless ». On ne peut rien faire cashless en résilience. Donc, certains sont déjà venus nous demander hey, « Philippe, tu pourrais faire quelque chose pour la carte ?» Je dis « Moi, pour l'instant, la réponse c'est Wiro par l'instant de paiement. Les rail cards, j'ai dit, étaient scalables. Aujourd'hui, notre usine interbancaire traite tous les paiements français à 30 ou 35 ou 40 milliards de transactions. Elle peut monter à 100 milliards. Donc, traiter des pays baltes qui voudraient en interconnexion, tu as parlé d'interopérabilité, c'est possible. Pour l'instant, ça n'a pas été vu comme ça, puisque même l'euro numérique, il a été vu comme je crée une monnaie, je crée une infrastructure, je crée un stream. Mais le reuse, le dérisking, la souveraineté et la résilience n'ont pas été vraiment vus. Et je ramène la fraude aussi, parce que clairement, quand tu as un instant de paiement, donc complémentarité, hybridation, tendre la main à ceux qui n'ont rien, et sans passer par des vues ayatolesques, voire totalement cartésiennes, de dire il faut qu'on plonge ou qu'on saute dans la nouvelle infrastructure. La nouvelle infrastructure temps réel, le cloud, on ne l'a pas. Le quantique, on ne l'a pas encore, il faut le défendre. Au milieu, ce qui arrive, c'est Visa, et je finis sur le sujet, Visa Master émettent des tokens. Nous aussi, CB, on sait les émettre. Il va falloir que vraiment on rentre dans la chaîne de tokenisation par de la souveraineté et qu'après, j'en reviens, on arrête les moteurs d'IA agentique parce que quelque part, on peut aussi, pas les arrêter parce qu'ils vont arriver, mais qu'on s'introduise dans cette chaîne token IA agentique parce que derrière, ce n'est plus nous, les citoyens, qui choisiront les marques, ça va être un agent. Et c'est là que, avant les stablecoins, que ça déboucle en stablecoin dans yuan, tout le monde s'en fout, pas au niveau mondial, mais Madame Michu, et donc notre zone de résistance, elle est nos infrastructures, notre hybridation, notre complémentarité, et aussi rester pour l'avenir sur les chaînes de rupture qui arrivent, qui ne sont absolument pas que les stablecoins, mais qui sont très clairement ce que je viens de dire, tokenisation, et derrière, IA agentique. Pour les paiements, hein, voilà, je m'excuse. Éric Lecourrèges, Banque de France, je rappelle. Alors, concrètement, là, entre notre euro numérique et entre le pays Wiro, ça s'organise comment? On est dans la complémentarité, on est dans la concurrence, et puis l'intérêt des banques, c'est quoi dans tout ça? Alors, je ne suis pas le porte-parole des banques, mais je vais vous dire oui, mais vous êtes ce que j'entends. Vous êtes l'arbitre. D'abord, il y a un séquencement temporel. CB est là, est bien là, il va continuer à se renforcer. C'est le message qui a été porté par Philippe, que j'appuie énormément. Il faut que tous les acteurs bancaires qui opèrent en France co-badgent avec CB. C'est simple que ça. Deuxième étape, c'est Wiro. Donc, on en a parlé, Wiro est en train de se déployer. Donc, normalement, à la fin de l'année prochaine, toutes les fonctions de paiement seront assurées par Wiro. Et donc, ça sera une vraie révolution parce qu'on va avoir un wallet sur notre téléphone portable totalement souverain pour payer tous nos actes de la vie quotidienne. Donc ça, c'est très très bien. Fin d'année prochaine, fin 2027 au plus tard. L'euro numérique, s'il est décidé, alors l'euro numérique retail, s'il est décidé, je rappelle qu'il devrait y avoir un vote au Parlement européen qui sera décisif en mai. S'il est décidé, il devrait être disponible vers fin 2029. Donc le séquencement n'est pas le même. Premier point. Ça laisse le temps aussi à Wiro d'établir son business case, si je puis dire, et de convaincre bien sûr le grand public de l'intérêt d'être utilisé. L'autre point très important, c'est que, donc, arrivé l'euro numérique, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est le fait de dire qu'une solution n'est pas là pour effacer l'autre, elle est complémentaire. À la fin des fins, c'est chacun d'entre nous, dans nos actes de paiement, qui décidons avec quoi nous souhaitons payer. Il y a encore beaucoup de gens qui payent avec du cash. Il y a beaucoup de gens qui payent déjà avec Apple Pay et qui ne vont peut-être pas changer leurs habitudes, mais demain, ils paieront avec Wiro, peut-être avec l'euro numérique. Donc ça, c'est la liberté de choix. Il y a assez de place pour tout le monde, vu, je dirais, la richesse et le besoin d'autonomie stratégique qu'on a dans la zone euro. Et ce que nous voulons mettre en avant, c'est notamment le fait de dire, on parlait de partenariat public-privé, on y croit dans ce domaine-là, parce que l'autonomie stratégique, ce n'est pas un combat solo, soit des banques centrales, soit des banques commerciales ou d'autres acteurs. Et donc, l'intérêt que nous aurions, très certainement, c'est de converger sur le wallet Wiro et de permettre au wallet Wiro d'offrir aussi, dans la même expérience utilisateur, le paiement euro numérique quand il arrivera. Ce qui permettrait d'ailleurs aux banques de garder, pour répondre aussi à votre question sur quelle est la position des banques,
garder, le privilège de la relation client, et ce qui est normal, et ce qu'il faut qu'elle garde. Il faut éviter une désintermédiation, bien sûr, avec l'euro numérique ou avec d'autres sujets. Voilà, donc ça c'est un point très important, complémentarité, et on y arrivera. Olivier Klein, j'ai une question pour vous, mais là, je vous vois réagir. Alors, ce sera la même. Je suis d'accord et pas d'accord. Non. La première chose, c'est que je comprends très bien que les banques centrales aient besoin de quelque chose qui ne remplace pas les billets, mais puisse être utilisé comme de la monnaie électronique ou digitale. Par ailleurs, toutes les banques, c'est de l'euro numérique dans les banques. Hein. Il n'est pas crypto, c'est tout, mais c'est quand même numérique. Bon. Et je comprends très bien que pour ne pas perdre le lien qui fait qu'il y a harmonisation, homogénéisation de l'espace monétaire, il y a besoin que les agents économiques puissent convertir en monnaie banque centrale. C'est la hiérarchie normale du système monétaire. Ce que je comprends moins bien, c'est, et plutôt j'en vois les dangers, mais les banques l'ont exprimé longuement, la Banque centrale, c'est évidemment, et je vais très vite, Medel, c'est que si les gens s'en servent comme moyen de paiement usuel, évidemment, ça peut désintermédier les banques. C'est-à-dire ça ne désintermédie pas, comme vous l'avez très bien dit, dans la relation client, parce que ça sera dans le wallet, mais ça désintermédie le bilan des banques. C'est-à-dire que, évidemment, il y aura moins d'épargne puisqu'elle ira sur l'euro numérique, crypto, on va dire, de la Banque centrale, à la place de rester dans le bilan des banques pour faire des crédits. Donc là, on a un risque. Alors je sais que la réponse de la Banque centrale, c'est de dire oui, mais on va faire des montants très limités par personne, mais même 2 000 € par personne, c'est énorme en réalité que ça peut faire en effet sur les crédits derrière. Donc voilà, je comprends bien la première fonction. J'ai du mal à croire que l'euro numérique Banque centrale puisse d'abord rivaliser avec des stablecoins, et je favoriserais plutôt les stablecoins en euros, pas pour l'utilisation en interne, mais pour la place de l'euro dans le monde. Et je miserais sur les monnaies qu'on peut faire bancaires, appuyées sur le système bancaire, banque centrale, naturellement, via la conversion. Est-ce que cette proposition, Olivier, pour poursuivre sur ma question, elle n'est pas davantage susceptible d'atténuer un petit peu les intérêts nationaux divergents qu'il peut y avoir éventuellement en Europe? Si, je pense que ça peut... il faut quand même qu'on ait en Europe une capacité à avoir ce que décrivait tout à l'heure notre ami de CB, c'est-à-dire un système de paiement. Moi, je me rappelle encore, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque et je n'étais pas tellement à l'aise, Visa, on avait un visa européen. Et c'est Visa Amérique qui nous a demandé de le racheter, et les banques, avec une petite plus-value, ont été contentes de leur vendre. Ça m'avait un peu sidéré, mais aujourd'hui, on constate encore mieux l'horreur de cette situation en réalité. Hein. Donc, il faut reconstruire des systèmes qui nous permettent d'avoir une autonomie sur les moyens de paiement modernes aujourd'hui. Voilà. Mais on l'a avec CB, il faut que ce soit européen, bien sûr. Philippe M., on comprend que notre souveraineté numérique, ça n'a pas été finalement défendu ces dernières années en Europe, autant que ça aurait mérité sans doute de l'être. Est-ce que l'euro numérique, finalement, c'est le reflet d'une prise de conscience et le reflet d'une inversion de tendance? Alors, je vais être un peu contrariant, et excusez-moi, je vais être un peu le vilain petit canard à ce moment de la discussion. La question, c'est pourquoi on en est là? Pourquoi on en est là? Effectivement, tout ceci, comme l'a très bien rappelé Benoît, c'est une question d'infrastructure, c'est une question de cloud, c'est une question d'IA. On ne manque pas en Europe, et surtout pas en France, de talent, de maîtrise technologique. On est très en avance sur le quantique, on a de très bons acteurs sur l'IA. Au fond, c'est aussi une question de moyens. Une question de moyens. Simplement, quelle était la politique de l'Europe depuis 20 ans, depuis 30 ans? Vous savez, c'est très symptomatique. Moi, je suis fondamentalement pro-européen, hein, donc vous ne méprenez pas. Mais c'est toujours favoriser les consommateurs par rapport à l'émergence de champions nationaux, de champions européens. Hein, c'est la DG Comp qui fait un peu la loi. L'illustration, c'est qu'en 2015, la Commission européenne a décidé
de baisser drastiquement les interchanges. Donc on est passé de 0,5 à 0,2 sur les cartes de débit, à 0,3 pour les cartes de crédit. Aux États-Unis, c'est totalement différent. Aux États-Unis, c'est 0,5 sur le débit, c'est quasiment 2% sur le crédit. Vous voyez, c'est tout à fait considérable. Et ce qui s'est passé dans les paiements, c'est exactement ce qui s'est passé dans la BFI. C'est-à-dire que les plateformes américaines, enfin, il y a un oligopole des banques aux États-Unis avec des prix de transaction, je peux vous dire qu'en M&A ICM, c'est tout à fait considérable. Et ces plateformes qui sont amorties, ensuite, vont à la conquête du monde, notamment en Europe. Donc, quelque part, on paye aussi ce qui a été pratiqué, le manque de moyens, le manque de rentabilité intrinsèquement de l'industrie du paiement, ce qui a nui à l'émergence de champions européens. Alors, ensuite, je vous soumets une question. Effectivement, alors, la BCE travaille depuis 5 ans sur ce sujet. Alors, M. Panetta s'était passionné pour ce sujet. Élément d'actualité, le juge Guillou, Thierry Breton, effectivement, sont privés de moyens de paiement. Ils ne peuvent plus commander sur Amazon, ils ne peuvent plus réserver des vacances chez Airbnb. OK. Ma grande question, c'est que est-ce que la solution de tout ça, c'est une solution publique et administrée? Est-ce que c'est la BCE qui va concurrencer Tether, Cycle? Est-ce que c'est la BCE avec le numérique qui va concurrencer, qui va créer les conditions pour concurrencer Mastercard et Visa? Face à la capacité, la vélocité d'innovation, la vitesse embarquée, pour moi, c'est une grande question. Moi, je pense qu'il faut faire confiance en Europe sur l'innovation, la capacité de réaction des banques, du monde des fintech. Je vous soumets cette question. Je ne sais pas si une solution administrée est la meilleure des réponses, parce que ce n'est pas, quelque part, l'économie des années 70, des années 80. Eh ben, allons chercher des éléments de réponse du côté de l'Asie, peut-être, Hubert de Vauplan, puisque les BRICS, qui ne sont pas que asiatiques, pardon, les BRICS, eux, sont en train de développer une monnaie numérique commune, adossée à l'or. Ils veulent mettre en place un système de paiement alternatif au dollar, notamment pour échapper aux sanctions américaines. Comment ils font? Comment ça fonctionne? Et c'est quoi les perspectives de ce système? Effectivement, on a vu apparaître en 2024 ce projet de UNIT, donc ce projet d'une monnaie de BRICS. C'est une monnaie qui serait assise sur 40% d'or et 60% un panier des monnaies des membres des BRICS, qui fonctionnerait sur une architecture qui serait sans doute assez proche des architectures de réseau distribué, avec des nœuds. Et chaque pays membre du système UNIT devrait avoir sur son nœud un stock d'or et un stock de sa propre devise qui serait bloqué pour ensuite émettre, minter, comme on dit en français, émettre un jeton représentant cette monnaie. Cette monnaie, elle a vocation non pas à être une monnaie de détail, mais une monnaie dans les paiements entre commerçants, infrastructures gouvernementales et donc les opérations, on dirait wholesale, en quelque sorte. Et c'est un projet qui, dans la philosophie sous-jacente, avec les 40% d'or, est le rêve de l'étalon or. C'est le retour de l'étalon or, finalement. Alors, j'en parle au présent, mais je devrais peut-être en parler au passé, parce qu'en fait, c'est un projet qui a été poussé énormément par la Russie. C'est un projet qui a été monté par la Russie, par des instances plus ou moins gouvernementales. Mais quand on regarde de près, le sommet des BRICS 2025 au Brésil n'en parle pas. L'ordre du jour en Inde en 2026 n'en parle pas. Et en fait, il y a une assez forte réticence sur ce projet. Pour tout un tas de raisons. La première raison, c'est que certains membres des BRICS veulent quand même pas être en trop mauvaise posture avec les Américains. Une autre raison plus compréhensible, c'est que en fait, c'est des choux et des carottes, les BRICS, parce qu'il n'y a pas d'économie commune, il y a des monnaies qui sont plus ou moins convertibles. Enfin bref, ça ne marche pas. Ensuite, cette monnaie ressemble plus à une unité de compte, comme l'était l'écu à l'époque, qu'à une véritable devise. Et enfin, son objectif était clairement, c'est affiché dans
C'est un livre blanc qui est paru, encore une fois, en octobre 2024, avec un FAQ qui a suivi. Tout ça est public, vous pouvez le trouver, et qui était vraiment, effectivement, de lutter contre l'hégémonie du dollar. Et le conseiller monétaire du président Poutine est omnibulé par les talons or. Et donc, en fait, il voyait dans ce projet un moyen, avec les talons or, de casser finalement l'hégémonie du dollar. Je ne fais pas le dessin de l'étalon or en 1929, mais finalement, c'est ça le sujet. Et alors, les Indiens, parce que je n'ai pas encore parlé des Indiens, en fait, là-dedans, ce sont ceux qui sont le plus contre, pour une bonne raison, parce qu'ils sont d'abord très, très pragmatiques, très avancés en matière de technologie, et puis ils ont UPI, on en a déjà parlé ici. UPI, ça fonctionne très, très bien. C'est un euro numérique comme on aurait aimé l'avoir, sans offense. Et UPI, finalement, la technologie qui est utilisée, qui n'a rien à voir avec une technologie blockchain, absolument pas. Mais en fait, ce que développent et ce que veulent pousser les Indiens, et c'est à l'ordre du jour des BRICS de 2026, c'est un SWIFT BRICS, mais qui n'est pas SWIFT en fait, parce que SWIFT est une messagerie, là où eux veulent créer un véritable système de paiement. Et là, on revient en disant un système de paiement, ce n'est plus une monnaie, ce n'est plus une unité de compte, c'est simplement un transfert de monnaie digitale, différente d'ailleurs du projet mBridge poussé, lui, par les Chinois, qui est un projet interopérabilité de CBDC. Donc, c'est pas ça du tout, c'est de faire un SWIFT monétaire qui permettrait, pour le coup, de s'affranchir du dollar et donc des sanctions américaines. Donc, vous voyez comment on est passé d'un projet idéaliste, utopique, d'une monnaie commune, qui n'est en fait pas une monnaie, mais qui était une unité de compte, poussée par les Russes. Et en fait, les Indiens reviennent sur une approche beaucoup plus pragmatique. Ça veut dire quoi, et je termine là-dessus, c'est qu'en fait, les BRICS, c'est tout sauf quelque chose où tout le monde est d'accord. En fait, c'est avant tout une association contre, une association pour, si vous voulez. Et la manière d'y répondre pour l'instant, très pragmatique, par les Indiens, qui sont un peu plus soutenus maintenant par les Chinois, mais qui aiment bien les Chinois, leur projet mBridge, c'est de commencer par le premier pas, qui est ce système de paiement. Merci beaucoup. Benoît Ranini, on va finir avec vous cette table ronde. Alors, moi, j'étais étonné quand on a échangé sur cette table ronde, les chiffres qui montrent l'attachement dans beaucoup de pays des citoyens à la souveraineté technologique, à la souveraineté justement des moyens de paiement. 80%, vous dites, dans beaucoup de pays, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, se disent attachés à cette souveraineté technologique. Et les gens sont prêts à payer aussi pour cette souveraineté. Donc, concrètement, quand on est dans ce climat-là pour les utilisateurs des moyens de paiement, qu'est-ce qu'on fait finalement pour protéger nos actifs stratégiques dans le secteur des services financiers, et puis est-ce qu'on peut rattraper encore une fois notre retard et ça demande quels moyens? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une prise de conscience du citoyen européen. On doit changer un certain nombre de réflexes ou d'usages en privilégiant j'achète européen. Ce que font très bien les Chinois, les Indiens, les Américains. Et nous, ce n'était pas tout à fait le cas. On voit comment BYD s'est développé en Europe en l'espace de 5 ans, parce que c'est moins cher, mais c'est complètement chinois. Sur l'aspect de la transformation, en fin de compte, parce qu'on parle paiement, mais pour moi, je reviens à mon idée première qui est on vit la transformation de l'industrie de la finance. C'est avant tout ça le sujet. Et ce sujet-là, il est avant tout technologique. Parce que c'est la technologie qui a permis de transformer et qui va continuer à transformer le retail, le wholesale, etc. Maintenant, pour faire ça et pour répondre à ta question sur comment on s'assure d'arriver à transformer l'industrie financière européenne en la maintenant souveraine, et quand une industrie financière, ça sert avant tout à financer l'économie, à financer le citoyen. Pour ça, je pense qu'il faut fondamentalement arrêter d'opposer les choses. On ne peut pas opposer l'initiative privée, libérale des banques européennes qui sont puissantes avec ce que fait la BCE. Ce que fait la BCE et les banques européennes vont dans le bon sens. Maintenant, il faut que ça soit structuré, organisé. Et moi, je suis convaincu qu'il faut un plan pour revenir au bon plan à 5 ans, sauf qu'il ne faut pas que ça soit au plan
à 5 ans Alors, de il y a Gaulle. un commissaire au plan qui est libre là. Oui, mais c'est pas au niveau français. C'est pas au niveau François français. Bayrou, il a du Ouais, mais temps maintenant, il peut reprendre ses fonctions. Ça c'est l'autre truc qu'il faut aussi qu'on change. Il faut qu'on arrête de parler France. Il faut qu'on soit European natif. Il est essentiel maintenant, dans toutes nos réflexions, dans tous nos travaux, qu'on soit European natif. Ça, c'est vraiment hyper important parce qu'on n'arrivera pas à réellement être souverain. On n'arrivera pas à s'en sortir si on a tout de suite le réflexe du Rafale, du je sais pas quoi. C'est mort. On est dans un très beau pays, mais on n'a plus les moyens de réussir à l'échelle du monde. L'unité d'œuvre pour nous, c'est l'Europe. Donc l'Europe, c'est une infrastructure commune dans la technologie de paiement, dans les stablecoins. Il y a des initiatives, il y a 12 banques européennes qui sont mises ensemble pour faire une blockchain européenne. C'est très bien. Maintenant, il faut qu'il y ait les 50 banques européennes qui se mettent dessus. C'est comme Wiro, tout le monde doit être dessus. Donc à un moment donné, on a des investissements. On est content d'avoir créé l'euro. On est content d'avoir créé la BCE. C'est des vrais socles et surtout, pour le coup, ça nous protège. Et donc aujourd'hui, on a les plus grandes banques, en tout cas en France, on a les plus grandes banques européennes. C'est une force. Il faut que ces grandes banques françaises soient demain plus européennes que françaises et qu'elles s'inscrivent avec d'autres banques européennes, les italiennes, les espagnoles, les allemandes, les hollandaises, les polonaises, et qu'on arrive avec la BCE à trouver un modèle où les chaînes de valeur vont changer. Ça, c'est une évidence. Mais en revanche, 1, ça sera une infrastructure européenne. 2, elle sera souveraine. Et 3, elle permettra aux citoyens et aux banques de gagner de l'argent. Parce que c'est ça qui est aussi important. Philippe le disait. Il faut arrêter aussi que l'Europe et la BCE et la régulation européenne favorisent systématiquement le citoyen contre l'entreprise européenne. C'est le citoyen européen avec l'entreprise européenne. Et tant qu'on ne changera pas ça, 2 mindsets vraiment importants à changer, European natif et citoyen et entreprise. Si on ne fait pas ça, eh ben on ira boire le thé dans le petit jardin de je ne sais pas où. Des chrysanthèmes. Voilà. Allez, merci beaucoup à tous les 6.